peux même vous citer, je suis favorable à un modèle communiste, riche ou pauvre, vous avez droit à 3 ou 4 vols dans votre vie, dont 2 dans votre jeunesse, c'était sur France Inter, et ça a suscité, mais une colère. Est-ce qu'on peut revenir sur cette proposition d'abord, et ensuite on parlera de ce que ça suscite et de ce que ça révèle de l'état du débat écologique. Cette proposition, vous la voyez comment? Je vois le côté provocateur du terme communiste, mais concrètement, on fait quoi? Alors en fait, au début, ce n'est pas une proposition, c'est le résultat d'un petit calcul. Léa Salamé m'avait posé la question, alors je ne me rappelle plus exactement du libellé, mais j'aurais dû réviser avant de venir ici, mais c'était en gros, c'est quoi le nombre de vols dans une vie qui est compatible avec le respect de l'accord de Paris ou un truc dans ce genre-là. Alors j'ai fait une petite règle de 3, j'ai dit bah, très bien, on va imaginer que chaque terrien ait le même droit à voler dans sa vie, donc que vous soyez somalien, brésilien, indien ou français, c'est pareil. Et on va regarder le nombre de vols global que l'aviation peut se permettre dans un monde fortement décarboné. On est entre le 5e et le 10e de ce qu'on a aujourd'hui, parce que les carburants de substitution, on y reviendra peut-être. Oui, on va y revenir. Quand on fait les calculs, quand on fait les maths, comme disent les Anglais, on se rend compte que le compte n'y sera pas. Et donc, si on doit répartir équitablement entre tous les terriens un volume de vol en avion qui est de l'ordre du 5e ou du 10e de ce qu'on a aujourd'hui, ce qui fait encore énormément par rapport à ce qu'on avait dans les années 50, il faut bien voir. Eh bien, on se retrouve avec 4 vols dans une vie par terrien. Voilà. Donc, c'est le résultat à l'origine d'une règle de 3. Ce n'est pas vraiment une proposition. C'est-à-dire que je ne suis pas venu avec un dossier dans lequel j'ai déjà la loi, le décret d'application, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est un calcul que j'ai fait à la volée. Alors, en fait, elle m'a posé la question une première fois. À ce moment, je me suis dit l'ordre de grandeur doit être à peu près celui-là, parce que je me rappelle très bien avoir précisé c'est 4, c'est peut-être 6, etc. Et puis, quand on est consultant, on ne se refait pas. Donc, rentré chez moi, j'ai pris ma feuille Excel, j'ai fait ma petite règle de 3 et je suis arrivé effectivement avec quelque chose qui est de l'ordre de 4. Et j'ai publié il y a quelques semaines sur LinkedIn le résultat de ma règle de 3. Et voilà comment j'ai calculé, voilà, etc. Donc, elle est revenue là-dessus une deuxième fois où je suis passé sur France Inter. Est-ce que vous confirmez? J'ai dit, bah oui, là j'ai fait le calcul, donc là je peux vous dire c'est 4. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai une proposition opérationnelle? Non. Mais c'est exactement comme les 2 tonnes. Vous savez, maintenant un certain nombre de gens connaissent cette valeur de l'empreinte carbone qui doit être ramenée à 2 tonnes par personne d'ici à 2050, alors qu'aujourd'hui elle est à peu près à 10 par Français. On parle de tonnes équivalent CO2. C'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre qui sont la contrepartie de tout ce qu'on consomme, nos vêtements, notre nourriture, notre logement, notre mobilité, etc. Tout, les services publics. Et ça doit donc être divisé par 5 d'ici à 2050, sachant que nous sommes en 2023. En fait, quand vous regardez le résultat de ce calcul, il est tout aussi révolutionnaire que ma proposition de 4 vols. Oui, mais il est plus abstrait. Alors, je suis tout à fait d'accord. Là, je pense que... Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu des réactions aussi violentes. J'ai quand même reçu quelques mails où je me suis fait traiter de connard et d'abruti, littéralement. Voilà. Oui, mais ça, c'est assez classique de la part de gens qui sont cachés derrière un écran. J'ai déjà reçu des mails de gens me disant « je ne suis pas d'accord avec vous », mais le choix des termes, là, sur cet exemple-là, le choix des termes est monté d'un cran, c'est ça que je voulais dire. Je me suis quand même implicitement fait traiter de nazi par Luc Ferry dans le Figaro, ce qui, comme disait Chirac, m'en touche une, etc. Et les mots ont un sens. Je veux dire, oui, ça révèle c'est mettre une les gens violence. dans un endroit où on les gaze. C'est pas exactement comme publier une règle de 3 en expliquant quelles sont les conséquences arithmétiques d'une limitation physique sur les émissions. Voilà, donc c'était ça à l'origine. C'est pas du tout, encore une fois, un truc que j'ai travaillé depuis des années. Alors, ce que par contre, au Shift Project, on a quand même travaillé depuis des années, c'est qu'on a regardé si, en empilant toutes les mesures techniques, l'hydrogène, l'électricité, les carburants de substitution, le progrès sur les moteurs d'avion, etc., on pouvait avoir un trafic aérien qui augmentait, voire qui restait identique à l'actuel. Enfin, l'actuel, c'est pré-Covid, on va dire, parce que c'est à ce moment-là qu'on a fait le travail. Avec juste des innovations techniques et avoir le secteur aérien qui prenne sa part dans les accords de Paris, c'est-à-dire avoir des émissions qui soient divisées par 3 ou 4 d'ici à 2050. Et la réponse, c'est sans baisser le trafic, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est un rapport qui a été fait par des ingénieurs de l'aéronautique, dans une association qui s'appelle Aérodécarbo. C'est eux qui ont fait, et c'est des gens qui aiment l'avion. Même en tenant compte d'éventuels progrès dans les techniques dont vous parlez. Absolument. Ils n'ont pas tenu compte d'éventuels, ils ont tenu compte de progrès.
Ils sont allés de façon assez agressive dans la pénétration de ces progrès. Donc, à mon avis, ils sont en borne supérieure et même très supérieure de ce qui sera techniquement possible. Et il n'empêche que la conclusion de leur travail est quand même, on a beau retourner le problème dans tous les sens, nous qui aimons l'avion, on ne voit pas comment on arrive à avoir un secteur aérien qui se décarbone à la bonne vitesse sans que le trafic ne baisse de quelques pourcents par an. Voilà. C'est ça leur conclusion. Alors que là, au Salon du Bourget, les différents spécialistes du secteur expliquaient que le trafic allait doubler dans les années, je ne sais plus quelle était l'échelle, mais enfin, en gros, Air France prévoit par exemple de doubler son nombre de vols. Alors moi, ce que je regrette, c'est que vos confrères, en pareil cas, quand ils recueillent ce genre de déclarations, ne demandent pas aux gens qui les tiennent d'aller immédiatement chez le notaire, de signer avec leur sang et sur leur patrimoine qu'on va bien y arriver, et que si jamais on n'y arrive pas, eux ou leurs enfants sont immédiatement dépossédés de tout ce qu'ils ont. Et à ce moment, est-ce qu'ils maintiennent leur affirmation? Je pense qu'on aurait quelques surprises. C'est évident que ça ne mange pas de pain. De prendre des positions pour un moment où ils seront soit morts, soit à la retraite, soit ailleurs, et personne ne viendra les rattraper à ce moment-là. De toute façon, on aura d'autres emmerdements. Plus concrètement. Donc voilà, plus concrètement, ça veut dire que c'est des affirmations qui aujourd'hui ne sont pas étayées. Jean-Marc Jancovici, en fait, le débat que vous avez soulevé est très intéressant parce qu'on y voit se cogner justement tous les différents intérêts. Et je peux même vous dire que dans la rédaction de Marianne, nous avons eu des débats sur non pas votre proposition, mais votre affirmation, votre règle de 3. Et que les journalistes de Marianne ne sont pas d'accord entre eux. Pourquoi? Parce que vous utilisez des chiffres extrêmement froids, extrêmement nets, des chiffres qui reposent sur l'observation du réel, mais qui viennent cogner la réalité des modes de vie, des aspirations des uns et des autres, et qui viennent cogner, on en vient à nos avionneurs, qui viennent cogner des intérêts aussi. Et en fait, ce sont ces trois éléments qui s'entrechoquent et qui provoquent la violence dont vous avez été l'objet par mail interposé. Comment vous abordez ça? C'est-à-dire que si on présente aux gens uniquement des chiffres froids, est-ce qu'on peut arriver à les faire changer dans leur vision de ce qu'est un voyage en avion? Et est-ce qu'on peut combattre les intérêts? Je pense aux intérêts des avionneurs, je pense aux intérêts de ceux qui vivent du tourisme, et on va vous faire remarquer que dans les pays du Sud, beaucoup de pays vivent du tourisme et en ont besoin pour se développer, pour que des gens sortent de la misère. Comment on fait? Alors déjà, il y a une chose, la première, je vais commencer par répondre à la première partie. Les journalistes de Marianne ne sont pas d'accord entre eux. Les journalistes de Marianne, comme moi, comme vous, sont des nantis au regard de ce qu'est la condition humaine ordinaire. Donc ils ont pris l'habitude de prendre l'avion comme moi je prends le métro. Et tout d'un coup, on leur dit, ah ben, attention, petit rappel, tout ça est basé sur le pétrole qui n'est pas renouvelable et qui crée un problème d'exutoire, c'est-à-dire qu'on entasse du CO2 dans l'atmosphère de façon excessive. C'est pour ça que la part des décroissants chez Marianne partageait votre position, ou en tout cas, oui, mais votre position peut-être pas la manière d'y arriver. Et une des raisons, je pense, pour laquelle j'ai vu cette collection de réactions agressives, c'est parce qu'en fait, les gens qui ont accès aux médias sont globalement des nantis. Bien sûr. Voilà. Donc ça les concerne directement, eux. Oui. Je pense que j'aurais fait cette proposition auprès d'une collection de gens qui sont au RSA, je ne suis pas sûr que j'aurais eu la même réaction. Oui, c'est ça, il faut quand même se souvenir que beaucoup de gens prennent assez peu l'avion, même si, et c'est tout le danger, on va y venir, mais l'avion c'est, comme on dit, démocratisé, et ce terme est très important. Le fait d'utiliser ce terme démocratisé pour dire qu'on a développé une industrie me semble une manière de prendre le problème qui fausse les choses. Par ailleurs, l'avion est une fierté nationale. Moi, le premier, quand j'étais jeune ingénieur et que j'avais 25 ans, je trouvais ça merveilleux, les avions. Enfin, c'est extraordinaire, ce truc-là. C'est quelque chose dont on peut être fier. Le fait d'avoir localisé pour partie en France et pour le reste en Europe un concurrent de Boeing qui leur a damé le pion, quelque part, il y a une forme de fierté là-dedans que je partage. Donc, c'est pas le sujet. Donc, c'est pas parce qu'on a effectivement, objectivement, des choses dont on peut se dire on en est fier, etc., que le problème ne reste pas posé.
Et dans le secteur aérien, il y a quand même énormément de gens qui ont été dans le déni très longtemps, qui le sont à mon avis encore aujourd'hui. Donc la première échappatoire qu'ils ont trouvée, c'est le changement climatique n'existe pas. Je me rappelle très bien avoir fait une conférence à Supaéro il y a une vingtaine d'années où je m'étais fait voler dans les plumes par le responsable développement durable d'Airbus, qui m'avait dit tout ça c'est des conneries. Enfin il ne me l'avait pas dit comme ça, mais c'était c'était à peu près ce qu'il disait. On est sûr de rien, etc. Ce qui était quand même particulièrement farce dans la mesure où les compétences qui sont nécessaires pour faire voler des avions, la thermodynamique, la mécanique, c'est exactement les mêmes que celles qui sont nécessaires pour faire un modèle de climat. Donc j'avais trouvé ça très très drôle que cet homme-là vienne m'expliquer que les chercheurs dans le domaine de la climatologie racontaient n'importe quoi. Et puis après, ils sont passés, comme beaucoup de domaines qui ne voient pas de solution évidente, dans un monde dans lequel les émissions vont baisser rapidement, ils sont passés de le problème est bien réel et en fait la techno va faire le job. Donc en fait le n'importe quoitisme, il est passé de la définition du problème, où il reste parfois vivace. Il y a un ancien de l'X, la Christian Gérondeau, qui vient de sortir un bouquin assez drôle. Enfin le titre est assez drôle, 30 ans de mensonges, bon, bref. Donc de temps en temps, il y a quand même une résurgence de ce genre de choses, moins quand même, hein, et en particulier dans les élites, le climato-scepticisme a quand même largement disparu. Mais on est passé sur le n'importe quoitisme au niveau de la solution. Donc en fait, on va y arriver sans aucun problème avec des éoliennes, des avions à hydrogène, des centrales nucléaires, des machines, etc. On va empiler tout ce que vous voulez et en gros, on peut dormir tranquille. Enfin, le consommateur peut dormir tranquille sur ses deux oreilles. Oui, le consommateur, voilà, c'est bien ça le sujet. On ne va pas toucher à son pouvoir d'achat et les deux candidats à la présidence du MEDEF peuvent dire tous les deux que la techno va nous en sortir dans un monde en croissance et que voilà. Et en fait, c'est une autre forme de déni. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'idée que malheureusement, quand on fait les règles de 3, on ne voit pas comment on s'en sort avec une consommation physique qui baisse. On ne voit pas. Alors vous allez me dire, donc du coup on ne le fait pas, parce que les gens n'ont pas envie, parce que les modestes, parce que la misère, parce que les pays du Sud, je ne sais pas quoi. Et c'est là que je vous dis, malheureusement on va faire quand même. En gros, on n'aura le choix qu'entre on organise ça ou on le subit. Alors, si on le subit, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle la déplétion pétrolière, ça s'appelle la déplétion des mines, ça s'appelle etc. Donc, en gros, les ressources qui permettent de faire tourner l'économie, ça baisse. On a fait un travail au Shift Project montrant par exemple que la quantité de pétrole qui serait produite par les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont par ailleurs les 16 premiers producteurs mondiaux, hors Brésil et Canada, d'ici à 2050, elle va être divisée par 2, leur production. Ce qui veut dire que la quantité de pétrole dont est issu le kérosène, rentrant en Europe, va être divisée par 2 à 10, ou 2 à 20. Parce que les exportations vont baisser évidemment plus vite que la production dans ces pays-là. Question, on fait comment si on est rattrapé par cette patrouille-là? Donc on aura dit, ouais, le climat, on s'en veut. Ouais, enfin, alors vous avez ceux qui vous expliquent qu'on va inventer des moteurs qui consomment moins, qu'on va prendre des biocarburants. Je recommence, je les emmène chez le notaire et est-ce qu'ils sont prêts à risquer toutes leurs économies sur cette affirmation? À partir du moment où ils me répondent oui, je veux bien commencer à discuter. Tant qu'ils me répondent non, c'est qu'en fait, ils savent très bien que c'est une posture affective, émotionnelle, c'est pas quelque chose de fondé. Donc là. Alors, quand on regarde dans le détail ce qu'on peut en faire, en fait, la biomasse, par exemple, sur laquelle beaucoup de gens comptent, par exemple pour faire des carburants d'origine durable, on se rend compte que tout le monde compte dessus et qu'on n'a pas fait de bouclage. Donc, les gens qui font des voitures comptent dessus pour faire rouler les voitures tant que le parc n'est pas totalement électrique. Dès que vous passez devant un champ de colza en France, et ces champs jaunes, là, en fait, dites-vous que c'est un truc qui va finir dans un réservoir de voiture. Hein. Voilà, ça sert à ça essentiellement. Donc la biomasse, on en veut pour les voitures, on en veut pour l'énergie, on va faire des réseaux de chaleur, des centrales à bois, etc. On en veut pour la construction, donc il faut remplacer le béton et l'acier par du bois. On en veut pour les fiches la paix, ça s'appelle la biodiversité. On en veut pour les carburants aériens, et on en veut accessoirement pour manger, on a aussi besoin. Et en fait, quand vous faites la somme de toutes les envies dans chaque secteur qui ne s'est pas confronté aux autres secteurs, vous vous retrouvez avec 4 fois, ce qu'on va vraiment avoir. Donc, comme on ne va pas avoir 4 fois la surface terrestre, enfin la surface terrestre ne va pas être multipliée par 4, le diamètre de la Terre ne va pas bouger, ça revient à dire que en fait, tous ces gens-là vont être déçus, et nous avec, à partir du moment où ils comptent sur quelque chose qui ne sera pas là. On en revient à la question
de l'établissement des priorités, Oui. de la façon dont on distribue le bien disponible pour tous, que ce soit le nombre de vols en avion ou que ce soit du biocarburant. Quand on a par exemple Elisabeth Borne qui répond « Je ne sais pas dans quel monde on a envie de vivre, je ne sais pas si les jeunes ont envie de vivre dans un monde où on a son quota de billets d'avion et quelqu'un qui vous surveille, je ne suis pas sûre que ce soit formidable comme modèle. » C'est-à-dire qu'on en vient à cette question cruciale. Parce qu'elle comme moi, on est né dans un monde où on n'avait pas ce problème. Oui, mais comment on règle démocratiquement ça? En fait, c'est une question extrêmement concrète. Oui, absolument. Comment on distribue? D'où le fait que vous utilisiez le terme modèle communiste. Alors, qui décide, de quelle manière, comment on partage? Alors, Parce que juste une chose, quand on vous écoute dire en fait mon calcul je l'ai fait en fonction de différentes choses, si tout le monde sur la planète prenait l'avion, je sais que les gens qui vous écoutent se disent dans leur petite tête oui, mais pour l'instant un Éthiopien, un Soudanais, un Malien ont moins besoin que nous de prendre l'avion, donc ça va s'équilibrer petit à petit, donc pour l'instant on est tranquille. C'est ça qui se passe en fait. Oui, absolument. Alors, même si on restait avec les inégalités d'accès à l'avion d'aujourd'hui, de toute façon, il faut baisser les émissions de 5% par an. Donc, toute chose égale par ailleurs, il faut baisser les vols des Français de 5% par an. En gros, si on reste avec la même répartition dans le monde, tout le monde baisse ses vols de 5% par an. Voilà, c'est la même manière. 5%, je pense que beaucoup se disent ça, c'est faisable. Bah, c'est divisé par 3 d'ici à 2050. Mais voilà. 4 trajets dans une vie, c'est autre chose. Oui, ben, je le redis, en 1950, il n'y avait pas ça en France. Hein. Les gens ne faisaient pas 4 Mais l'économie était organisée différemment. Donc ça veut dire que il faut réfléchir. Une fois qu'on dit ça, il faut réfléchir à la façon dont on organise l'économie et la vie des gens. Mais c'est ce qui va se passer. Il faut bien comprendre que le XXe siècle, ça s'appelle le pétrole. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu le pétrole, il n'y aurait pas eu le XXe siècle. On ne serait pas dans ce fauteuil tous les deux. On serait occupés à faire autre chose, visser des boulons, ramasser des patates, qu'est-ce que je sais, mais le XXe siècle n'existerait pas. Je serais en train de faire le ménage dans une maison puisque c'est aussi, le progrès industriel qui a libéré les femmes de ces tâches-là. Probablement, oui. Je sais que vous avez reçu l'autrice de ce livre que j'ai trouvé très intéressant sur la question. Vera Nikolsky. Donc, pour en venir à ce que je disais, ce qu'on a fait depuis 2 siècles, c'est oublier la contrainte physique. En gros, depuis 2 siècles, l'énergie abondante nous a repoussé les limites en permanence. Donc, nous n'avons pas la mémoire, nos parents non plus, nos grands-parents non plus, nos arrière-grands-parents non plus, d'un monde stable. Nous n'avons que la mémoire d'un monde en expansion. Donc, c'est normal qu'on se dise comment on fait pour gérer un monde stable ou un monde en contraction, parce qu'en fait, on n'a pas de réflexe, on n'a pas de bagage intellectuel. Les économistes n'ont pas de bagage intellectuel pour ça, par exemple. Ils n'ont pas de boîte à outils pour ça. Ils n'ont qu'une boîte à outils pour gérer un monde en expansion. Bon. Donc, comme on est, vous savez, rappelez cette vieille Maxime Shaddock, hein, pas de solution, pas de problème. Hein. Donc, c'est exactement ça qui est en train de s'appliquer en ce moment. Alors, pour en revenir à la question du choix démocratique, je n'ai pas de réponse évidente à votre question. Quand je disais je suis favorable à un système communiste, en fait, c'était une blague, évidemment. Ça veut juste dire que entre la régulation par les prix et la régulation par les quantités, je trouve que la régulation par les quantités est plus équitable. Voilà. Dit autrement, si on régule par les prix, vous avez des privilégiés qui c'est un système régressif, donc en fait c'est comme quand vous mettez une taxe indirecte, ça gêne moins les gens qui ont beaucoup d'argent que les gens qui en ont moins, c'est absolument évident. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire de temps en temps, mais c'est quand même ça la réalité. Le système de quotas, c'est un système dans lequel c'est indifférent aux revenus, donc c'est un système qui est globalement plus égalitaire. Hein, voilà. Donc, si je prends l'accès à l'hôpital, par exemple, il n'est pas régulé par vos revenus. Il est régulé par la capacité de l'hôpital à faire des opérations, à vous prendre aux urgences, etc. Donc c'est un système de type quota. On a des quotas de temps, des quotas d'opérations, un nombre de trucs qu'on peut faire, et on n'affecte pas ça en fonction des revenus. Bon, enfin en théorie. Donc c'est ça que j'appelle moi un système communiste entre guillemets. Et personnellement, ça a plutôt ma préférence. Je pense que c'est plus acceptable.